Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 76 de Dragon Ball Super. On poursuit le combat entre Granola et Vegeta. Donc ce chapitre nous confirme que Vegeta n'en avait pas fini avec Granola au dernier chapitre, même s'il est en difficulté face à Granola. On voit que dès le départ il s'est retransformé en Wagamama no Gokui, mais malgré ça il n'arrive pas à prendre l'avantage face à Granola qui a obtenu son power-up et l'éveil de son second œil. Donc Vegeta galère un petit peu. Bon, en termes de combat, d'action, de chorégraphie, bah voilà, on continue sur ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers chapitres, c'est-à-dire que je trouve que ce que fait Toyotaro, c'est excellent à ce niveau-là, j'aime beaucoup, et on continue là-dedans, donc j'aime bien ça. J'espère qu'il va continuer, mais je pense qu'il continuera de toute façon depuis la fin de l'arc Moro. On voit qu'il s'est amélioré au niveau des combats. Donc ça, franchement, c'est un gros point fort de cet arc, qui a absolument rien à dire de ce combat Goku-Granola. Donc première chose intéressante, on a Granola qui dit à Vegeta, en gros, c'était le destin des Saiyans d'être éradiqués. Sur quoi Vegeta va répondre qu'il est lui-même, il choisit lui-même son propre destin. Alors, j'ai vu à droite à gauche des réactions où beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs disaient que c'était ridicule que Vegeta dise ça, c'était juste badass pour être badass, et que, de toute façon au terme du chapitre, on voit que Vegeta ne réussit pas à vaincre Granola, même si il a un power-up, il se retransforme et réussit à reprendre l'avantage avant que Granola ne reprenne l'avantage. Il faut comprendre une chose, c'est pas badass pour être badass, c'est uniquement... Vegeta applique uniquement ce que Beerus lui a dit lors de son entraînement. Il lui a dit, Vegeta, tu dois pas prendre sur toi tous les péchés des Saiyajins. Tu dois aller de l'avant. Si tu restes accroché sur ton passé, tu pourras jamais progresser. C'est ce qu'il lui dit, et là on voit à travers cette phrase-là que Vegeta applique ce que Beerus lui a appris. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de gagner ou pas un combat. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre gagner physiquement un combat et psychologiquement, c'est-à-dire que Vegeta, même s'il s'aurait fait tuer, psychologiquement, il n'avait pas abandonné. Et ça, c'est une chose très importante à prendre en compte et ça colle très bien à Vegeta. C'est un peu comme dans l'anime de DB Super, quand Vegeta se bat contre Jiren et qu'il a même pu se transformer en Super Saiyajin, il va jusqu'au bout. Donc ça, c'est tout à son honneur et voilà, c'est la différence. On peut perdre un combat, mais on peut justement, un peu comme ce qui s'est passé avec Babidi, quand Babidi a essayé de prendre le contrôle de Vegeta. Vegeta a physiquement, physiquement il a réussi à lui désobéir, mais même psychologiquement, il lui a fait comprendre que voilà, c'est pas toi qui me contrôlera. Là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que jusqu'au bout, peut-être que Granola peut me vaincre, mais psychologiquement tu ne réussiras pas à m'avoir jusqu'à la fin. Et je serai maître de mon destin. Donc du coup, Granola commence à s'énerver, il commence à attaquer Vegeta, et à ce moment-là, on a Goku qui intervient, qui met une pêche à Granola. Il est en SSJ Blue. Alors j'ai adoré cette scène parce que je trouve que Toyotaro dessine bien Goku Blue. De toute façon, pour moi, Toyotaro il dessine bien. Il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup de critiques et tout. Moi, j'aime bien comment on dessine Toyotaro, c'est clairement au-dessus de l'anime, même si ça n'a absolument rien à voir, mais je trouve qu'il dessine très bien. Après, ça n'égale pas Toriyama sur Dragon Ball Z, mais ça reste très bien. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, je préfère largement le style de Toyotaro actuellement dans DB Super que Toriyama, parce que Toriyama, je vois à chaque fois qu'il fait des dessins sur des persos, même surtout des nouveaux persos de Dragon Ball, c'est surtout ça quand il fait des nouveaux personnages de Dragon Ball, notamment pour le prochain film Super Héros, ou même dans le film Broly. À part Broly en soi, les petits, Chilai ça va encore, mais l'autre là, le orange, et puis ceux qui entourent Berry Blue, tout ça qui entoure Freezer, le nouveau perso, bah je les trouve pas terribles, je les trouve même très claqués au sol. Et j'aime pas son nouveau style, j'aime pas du tout son nouveau style qui est trop arrondi. Bah après ça c'est normal, les mangaka ne restent pas figés. On les évolue, après on n'aime pas, ça c'est encore autre chose. Mais personnellement, voilà. Après, avoir un Goku, et pareil, je vais pas vous mentir, je fais une petite parenthèse, mais les illustrations de Toyotaro sur la Perfect édition de Dragon Ball, sur notamment les couvertures,
je les trouve pas terribles, hein. J'aime pas le nouveau. Regardez Piccolo Daimao et tout, et quand vous ouvrez le livre, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, après ça me concerne moi, je dis pas qu'il dessine mal, je dis juste que j'aime pas son nouveau style. Par contre là, on a un beau Goku, et je dis pas que Toyotaro non plus, il fait pas des erreurs à des moments où je trouve que c'est... Voilà, il y a des expressions que je trouve un peu bizarres, notamment Vegeta en Wagamama no Goku parfois, mais faut dire que cette page là en tout cas, elle est hyper propre, le Goku il est ultra stylé. On a un Goku badass, un Goku stylé, j'ai bien kiffé son intervention, il n'y a absolument rien à dire, je trouve qu'au niveau du dessin là, c'est stylé. Ensuite, alors là on va venir à une chose qui m'a un peu sorti du truc que j'ai pas aimé, c'est la réaction de Vegeta qui frappe Goku. Ouais, je suis pas trop fan de ce genre de choses là, pour la simple et bonne raison que voilà, je vois pas trop le Vegeta de DB Super frapper Goku comme ça. Voilà, mais au-delà de ça, ce que je trouve très incohérent, c'est comment vous m'expliquez que un Vegeta basse forme, il met un kick à Goku Blue et Goku Blue est propulsé comme ça. Alors on voit bien que Goku n'a pas vraiment de dégâts, mais normalement, l'échelle de puissance est tellement haute que normalement tu le shootes, Goku il bouge pas. Ça fait un peu comme lorsque Cell venait d'absorber ses 18 et que Krillin tapait Cell, il ressentait rien. C'est pareil quand Hercule il tape Cell, il sent rien. Bah là c'est pareil. Encore il serait en Wagamama, il le shoot, je veux bien. Encore il se met en Blue au moment de taper, ou en God, je veux bien. Par contre en basse forme, bah voilà. En fait je suis pas habitué à ce genre d'erreur au niveau d'échelle des puissances dans le manga Dragon Ball Super. Dans l'anime, oui, il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, mais là, je suis pas fan. Tout comme la réaction de Vegeta, je suis pas fan, il a pas besoin de shooter Goku pour lui expliquer tout ça. Après, l'explication, elle est peut-être au fin du chapitre, on y reviendra juste après moi. En tout cas, ça n'explique pas cette différence le fait qu'il puisse projeter Goku comme ça. Et en plus il revient, il lui remet une patate, etc. etc. Donc en gros Vegeta il lui explique que j'ai pas envie de me battre avec toi contre lui, pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien à protéger. Et Goku lui dit mais et ta vie alors, t'as quand même quelque chose à protéger. Et Vegeta refuse. Alors on en revient à ce que je disais lors de la review du chapitre précédent, j'avais bien expliqué que Vegeta, lorsque il c'est même pas Vegeta, c'était la réaction des gens qui disaient que c'est ridicule que Vegeta, bah voilà, ils ont rien à protéger, donc c'est pas du Dragon Ball. Non. Là, Vegeta, ce qu'il expliquait déjà dans le chapitre précédent, et là, lorsqu'il s'est transformé, c'était même il y a 2 chapitres, c'est qu'il expliquait que il doit s'occuper que de lui. Voilà, il n'y a pas Bulma, il n'y a pas Trunks, il n'y a pas la Terre à sauver, etc. Il n'y a pas de Kaioshin, il n'y a pas d'univers, c'est juste lui. Et qu'à ce moment-là, s'il a envie de mettre sa vie en jeu, il met sa vie en jeu. De toute façon, lorsqu'il combat, il met toujours sa vie en jeu, mais il n'a pas forcément besoin de protéger les gens. Donc s'il a envie de mettre sa vie en jeu, il met sa vie en jeu. Et là, il le reconfirme. C'est-à-dire qu'il a envie de se battre lui-même, se dépasser lui-même, quitte à en mourir. Donc oui, il avait une chose à protéger, déjà, c'est sa vie. Mais la différence entre se protéger lui, protéger la Terre, protéger la Z-Team, etc., c'est que là, il décide de mettre sa propre vie en jeu, donc il a quelque chose à protéger, mais c'est pas de la même nature. Voilà, c'est pas comme quand tu protèges quelqu'un et quand lui-même il veut aller au bout. Donc il n'y a pas d'incohérence avec le personnage de Vegeta à ce niveau-là, et il n'y a pas d'incohérence avec le fait que là il peut se donner vraiment à fond avec sa transformation en Wagamama no Goku. Enfin bref, il lui dit ça. À ce moment-là, il y a le Granola qui attaque Vegeta au moment où il va cracher. Alors on va revenir à la fin, comme je voulais dire, sur cette réaction de Vegeta où beaucoup disent que il y a une régression. Vous allez comprendre pourquoi à la fin du chapitre. Et j'ai vu que, j'ai pas encore vu quelqu'un le relever. Peut-être que quelqu'un l'a fait, mais je pense qu'il y a une chose importante à comprendre vis-à-vis de cette attitude qu'il a depuis quelques chapitres. Donc il y a Granola qui attaque par surprise, donc du coup, franchement moi j'ai été surpris, je m'attendais pas à ce qu'il attaque maintenant, et puis je vous ai dit, Toyotaro il s'est vraiment amélioré au niveau des scènes d'action.
voilà, faut qu'il continue comme ça. Donc du coup, il allait toucher un point vital à Vegeta, et à ce moment-là, Goku envoie une vague de ki pour propulser Vegeta et pour faire en sorte que Granola ne le touche pas. Donc c'est une bonne scène. Par contre, quand je vois juste avant Vegeta kicker Goku et Goku le sauver, ça me dérange un petit peu. Je pense que la scène elle aurait été beaucoup mieux si Vegeta n'avait pas shooté Goku. Il n'avait pas besoin de le shooter, il aurait dû lui parler uniquement. Bon, après ça c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu le chapitre là. Je vous fais un petit débriefing à chaud. En tout cas, bref, Goku stylé, il repousse Vegeta. Ensuite, Goku explique, et c'est ça que j'ai bien aimé, Goku explique à Granola que la technique le fait que Granola touche Goku, enfin touche les gens au niveau de leurs points vitaux, ça ne marchera plus contre lui. Et ça c'est très bien parce que ça c'est le Goku de base. Je rappelle que dans Dragon Ball, quand Goku est petit, lorsqu'il voit le Kamehameha la première fois, il le recopie automatiquement. Pareil, lorsqu'il voit la technique des images rémanentes lors du tournoi contre Muten Roshi, le premier Tenkaichi Budokai dans lequel Goku et Krillin participent, il copie automatiquement. Et c'est du Goku pur. Donc là moi j'aime bien, Goku s'est mangé assez de coups comme ça pour faire en sorte de plus se prendre ses coups de Granola. Donc ça j'ai vraiment apprécié, et on a l'impression de retrouver un Goku intelligent, un peu comme dans Dragon Ball Z, et pas dans Dragon Ball Super où parfois il est débile. Mais après on va pas se mentir, de manière générale dans le manga il est quand même moins débile que dans l'anime, même s'il y a des passages, voilà, ce qui s'est passé un peu avant, quand il se fait avoir par Granola, etc. Donc là, on a un retour de Goku. Donc j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Donc Granola essaye justement d'attaquer Goku, ça ne fonctionne pas parce que il n'arrive pas à toucher ses points vitaux. J'ai beaucoup aimé ça. Mais il réussit à affaiblir beaucoup Granola. Donc déjà faut voir une chose, c'est que les coups, déjà on a eu les coups de Vegeta faisaient des dégâts à Granola, mais les coups de Goku Blue font des dégâts. Donc déjà même avant, quand il s'était transformé en Blue, mettait des coups à Granola prenait des coups. Ensuite on a Vegeta qui se réveille, qui dit bon, maintenant laisse-moi me battre contre lui tout seul. Et il lui dit mais pourquoi est-ce que tu es obsédé à vouloir le vaincre tout seul? Et Vegeta dit une chose intéressante, il dit je sais pas comment l'exprimer. Prends-le comme si c'était la fierté d'un Saiyajin. Mais en vérité c'est pas ça, il sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'il a envie de se battre à fond. Nous on le sait parce qu'en réalité il a envie de tester sa technique au maximum. Et on verra aussi ça à la fin du chapitre, en tout cas à la fin de la review. Donc gardez tout ça en tête. Donc Vegeta lui demande de pas intervenir, Goku lui dit qu'il n'intervient pas, il se bat contre Granola et il lui explique en gros que il se transforme en Wagamama no Gokui, et mais avant de se transformer il lui dit en gros tu penses que tu as survécu dans l'unique but, ton destin en gros c'était de te venger de nous, mais est-ce que t'as pas autre chose dans ta vie? Granola ne répond pas. Donc dans ce cas-là, Vegeta il se transforme en Wagamama et devient beaucoup plus puissant que Granola. Alors je rappelle que le Wagamama c'est en fonction de la motivation de Vegeta, donc là Vegeta est surmotivé donc il devient plus puissant. Il commence à tabasser Granola, c'est reparti, il le balance dans la ville, et la Granola dit non, pas ici. Il veut pas en fait détruire les habitations des nouveaux habitants de sa planète, et c'est intéressant parce que on voit que Granola va avoir des réminiscences de son passé, il veut pas la destruction de ce nouveau peuple comme ce qu'ont fait les Saiyans à son propre peuple, donc il a quand même un côté d'humanité pour tout ce qui n'est pas Saiyajin. On le voit très bien, Vegeta continue à se battre, alors on voit que Vegeta a mordu Granola, personnellement je trouve ça ridicule dans le sens où ça copie trop Goku, mais un côté dans son côté Wagamama, il est un petit peu sauvage le Vegeta, donc ça passe encore. Donc Vegeta se fait défoncer par Granola, et on voit justement qu'il y avait une famille, une mère et un enfant, alors je sais plus comment on appelle ce peuple là, hein, vous m'excuserez. Et du coup, ça lui rappelle notamment quand les Saiyajin ont attaqué sa ville et qu'il était petit avec sa mère. Ce qui est intéressant, c'est que sur la photo, enfin sur l'image, on voit 3 Ozaru.
dont un Ozaru qui a justement une armure semblable à Bardock, mais à Bardock du film TV Dragon Ball. Il n'a pas d'épaulette. Donc c'est intéressant, peut-être que quand on verra sûrement plus de Bardock dans la Granola, mais peut-être que à ce moment-là, Toyotaro va nous faire le plaisir de nous remettre Bardock dans sa tenue du film TV. Et après, voilà, dans le film Dragon Ball Super, il a mis une autre armure, il est pas obligé de garder toujours la même armure, mais ça pourrait être plutôt sympa. Donc je pense que cet Ozaru là, c'était justement Bardock. Et on voit que Granola se sauve. Donc Granola se sauve, il rejoint sa mère. Et voilà, ça lui a rappelé justement ça. Mais on voit que à la fin, il y a un cri, donc sûrement un cri d'Ozaru, et Granola et sa mère regardent quelqu'un. Je pense que ça fait écho au début de l'arc, lorsque Granola rêve quand elle a vu la tête de Bardock au niveau de l'église, parce qu'ils sont dans une sorte d'église, hein. Moi j'appelle ça une église, je sais pas si c'en est une, mais je pense que c'est à ce moment-là que Bardock apparaît, je pense que c'est là, à partir de là, qu'il va les sauver, c'est la révélation qu'on a eue à la fin du chapitre. Donc du coup, ça lui rappelle ça. Et Vegeta, on voit que Vegeta, malgré ce qu'il est dit depuis tout le combat, il essaye justement de faire comprendre à Granola qu'il est sur la mauvaise voie. Il lui dit tous les reproches que l'on peut faire aux Saiyans sont mérités. Comment pourrais-je comment pourrais-je nous défendre? Comment pourrais-je dire que notre destruction n'est pas méritée? Mais il lui dit aussi, éradiquer les Saiyans, n'est-ce pas répéter l'histoire? Si tu veux les détruire, tu vas répéter l'histoire. Et il lui dit, vous les Saiyans, vous n'êtes pas une tribu sauvage. Et là, Granola, il s'énerve et en fait, voilà, il reste borné. Il frappe Vegeta et il est prêt à en terminer avec une boule qui va le tuer lui-même et qui va tuer Vegeta, parce que là Vegeta il l'a vraiment énervé, donc il fait une boule et là Vegeta il se dit bon, j'ai pas réussi à le vaincre finalement. Il dit pardon à Beerus, il dit j'ai pas réussi à devenir aussi l'homme que j'étais avant, en gros celui qui n'avait pas de sentiments et qui ne pensait qu'à la destruction, l'homme que j'étais à l'époque avant. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que Vegeta, pendant tout ce chapitre, tout ce combat, il avait une attitude qui était proche de l'époque de l'arc Saiyan, de l'arc Namek. Et ça c'est peut-être cette façon d'avoir, il a essayé justement d'avoir cette ancienne attitude pour pouvoir obtenir la puissance de la destruction. Est-ce qu'il faut forcément avoir ce genre de comportement pour obtenir le Wagamama no Gukui? Je sais pas. Moi je pense que c'était plutôt un comportement pour lui permettre à lui-même de se motiver. Je pense pas que ce soit essentiel parce qu'on voit que Beerus est très calme, même s'il pète des plombs des fois. Donc là c'est ce qu'il dit, c'est ce qui est intéressant. Il dit ça, il dit j'ai pas réussi à redevenir l'homme sans sentiments, sans pitié quoi, que j'étais avant. Et voilà, il dit que voilà le pouvoir du Akaishin, du Akai, voilà, il a pas réussi à le maîtriser parce que c'est encore un novice à ce niveau-là. Donc du coup, ça c'est intéressant, j'ai vu peu de gens le noter. Il n'a pas réussi à faire abstraction de l'homme qu'il est devenu et ça explique tout son comportement qu'on avait pendant ce combat-là, ce côté où il provoque ce Poké. C'est même pour ça que je pense qu'il a frappé Goku en fait, parce que l'ancien Vegeta aurait fait ça et l'ancien Vegeta l'a déjà fait à plusieurs reprises. Donc il a essayé de se comporter comme la personne qu'il était avant, mais finalement ça n'a pas suffi parce que finalement il perd le combat et à la fin il va jusqu'à dire le destin des Saiyans c'est peut-être ça, en parlant du fait que le destin des Saiyans c'est peut-être d'être détruit. C'est tout le contraire que ce que lui a dit Beerus et c'est le contraire de ce qu'il a dit à Granola au début du chapitre. Vous vous rappelez que lorsqu'il a dit moi-même je décide de mon destin. Donc c'est intéressant, on voit que Vegeta au final, au fond de lui, il n'a pas totalement changé, il avait juste l'attitude, mais au fond c'était différent. C'est un peu pareil quand il est en Majin Vegeta. Quand il est en Majin Vegeta, il dit à Goku
que voilà, il a changé parce qu'il est devenu Majin, il voulait devenir le Saiyan sanguinaire qu'il était. Mais Goku, il sait très bien que c'est faux, qu'au fond, il n'a pas changé. Donc, c'est ce qui s'est passé déjà quand il était en Majin, et là, c'est ce qui se passe. C'est que Vegeta, au fond de lui, il n'a pas encore accepté que le destin des Saiyans n'était pas la destruction. Donc, il a encore du chemin à faire à ce niveau-là, et c'est très bien, parce que changer aussi rapidement, c'était pas... Voilà, ça aurait été pas assez naturel, et peut-être que ce chemin, ce comportement qu'a voulu prendre Vegeta, bah il était peut-être pas essentiel à sa transformation Wagamama. Peut-être que maintenant Vegeta va explorer autre chose pour justement maîtriser le Hakai, tout simplement, l'énergie de la destruction. Donc ça, on le saura dans les prochains chapitres, mais ça c'est quelque chose sur lequel il fallait mettre le doigt, c'est que Vegeta, voilà, n'a pas réussi à redevenir qui il était à l'arc Saiyan et à l'arc Namek. Donc du coup, on voit que Hotmil vient avec Moneito. Moneito, il voit que... Moneito intervient, Granola annule sa technique. C'est Goku profite de la distraction de Granola pour mettre un coup d'épaule à Granola, justement, pour pas qu'il utilise cette technique. Il leur dit arrêtez de faire les idiots tous les deux. Et justement, Moneito sort du vaisseau et il explique à Granola qu'en fait, la réalité c'est que lui et Moneito et Vegeta et Granola ont été sauvés par un Saiyajin du nom de Bardock. Et ça, c'est très intéressant pour la suite de l'arc, les gars, parce que les gars, si on a un flashback sur Bardock, ça va être le feu. J'espère qu'on aura plusieurs chapitres sur Bardock, mais ça va être tellement stylé. Donc on remet Bardock sur le devant de la scène et il explique, voilà, il y a une 50aine d'années, on a été sauvé par un Saiyan du nom de Bardock. Donc du coup, Granola, on comprend qu'à partir de là, il va pas, voilà, le combat est terminé. En réalité, il va pas vouloir tuer Goku et Vegeta parce que tous les Saiyans ne sont pas des pourritures, et donc il va accepter que Goku et Vegeta, justement, bah ça peut être des Saiyans gentils. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Moneito connaît le visage de Bardock et va sûrement lui dire que lui là, Goku, c'est son portrait craché. Donc il va savoir que c'est de sa propre famille, mais on va aller plus loin. Quand on observe la scène au moment où Moneito dit qu'ils ont été sauvés par Bardock, on voit deux choses. Sur la case Goku et Vegeta, on voit que Goku a un point d'interrogation. Il se dit, mais qui est Bardock? Par contre, Vegeta, c'est pas un point d'interrogation qu'il a, il est surpris. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pariez ce que vous voulez, les gars. Et on le verra au prochain chapitre, que Vegeta connaît le nom du père de Goku, qui est Bardock. Il sait que Bardock, c'est le père de Goku. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il a grandi et il a vécu avec Raditz. Et vous n'allez pas me dire que pendant toutes ces années, Raditz n'a jamais prononcé le nom de son père Bardock, de sa mère Guinée et de Kakaroto. Obligé qu'il lui dit, bon, bah, de toute façon, il connaît le nom de Kakaroto avant qu'il arrive sur Terre. Donc il sait Kakaroto et il sait que Bardock, c'est son père. C'est le nom du père de Goku. C'est pour ça que lui, il n'a pas un point d'interrogation et on voit qu'il est surpris. Donc, voilà comment Goku va savoir que, justement, c'est sûr que Bardock, c'est son père. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'espère que on va continuer d'explorer ça, d'avoir des flashbacks, etc. Développer le passé des Saiyans, etc. Moneito, tout ça, les Namek, Freezer, etc. Et maintenant, on se pose la question de où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va voir Freezer? Moi je vois pas Goku et Vegeta s'allier à Granola pour tuer Freezer parce qu'ils ont aucune volonté de tuer Freezer, enfin, sauf si Freezer se pointe sur la Terre et fout le bordel, mais je les vois pas y aller. Personnellement je pense que ça va être les Hitters qui vont justement s'inviter à la fête et qui vont faire un vœu. J'espère que ça sera un vœu de ouf, hein, pas comme celui de comment il s'appelle, de Moro. Enfin voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, dites-moi surtout si vous êtes d'accord avec moi sur mon interprétation de la parole de Vegeta et de son comportement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans ce chapitre-là, même si à la fin du chapitre, la révélation sur Bardock est très importante, mais il faut pas faire une fixation sur ça. Je vois beaucoup font des fixations sur ça, oui, pour le futur, mais dans l'analyse du chapitre, le plus intéressant, c'est la phrase de Vegeta, justement,
vis-à-vis de son comportement lorsqu'il demande pardon à Beerus, c'est qu'il n'a pas réussi à redevenir le Saiyajin qu'il était à l'époque, le Saiyajin sanguinaire. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi si vous aimez les reviews de Dragon Ball Super. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec nous, avec moi. Parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si je me trompe pas, peut-être que je fais de la surinterprétation, je sais pas. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon.